Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnose Saint-Sulpice. Et pour cette troisième vidéo, nous allons présenter le critère 2 du référentiel national qualité Calliope. Alors, le critère 2, lui, il s'intitule l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est la prise de contact et faire un bilan des demandes de l'entreprise ou de la personne demandeuse de formation. Donc, l'indicateur 4, commun d'appréciation, lui dit que le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Le niveau attendu, c'est de démontrer comment le besoin du bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Donc, comme élément de preuve, tout support synthétisant les besoins identifiés du bénéficiaire ou d'un groupe de bénéficiaires, donc sur une grille d'analyse, soit diagnostic préalable, dossier d'admission, compte rendu d'entretien, critères de détermination de l'opportunité et de la faisabilité de la prestation. Il y a un petit encart pour les VAE, je vous en parle pas parce que je ne suis pas concerné. Et pour la non-conformité, c'est que dans l'échantillon audité, le non-respect même partiel de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. La non-conformité majeure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la certification Calliope si vous n'apportez pas de preuves que vous mettez en place des solutions vis-à-vis de cette non-conformité. Les obligations spécifiques, dans le cas où le prestataire accueille un public en situation de handicap, le prestataire démontre qu'il prend en compte les situations de handicap et les besoins en compensation, pédagogie matérielle, moyens techniques, humains. Moi, je ne vous en parlerai pas parce que je n'accueille pas de public en situation de handicap, parce que mes formations ne me le permettent pas. Il y a l'encart CFA et CBC, je vous en parle pas non plus. Le glossaire, c'est bénéficiaire, personne à qui la prestation est dispensée. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a ? Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des fiches procédures. Alors, les fiches procédures, en fait, elles vont vous permettre de lister les différentes étapes que vous allez mettre en place pour démarcher les entreprises. Donc, moi, ce que j'ai fait, vous pouvez voir sur ma fiche procédure contact, le public concerné, ce sont les institutions, les entreprises, et la procédure, vous voyez, j'ai 7 en tête. Donc, petit 1, prise de contact téléphonique plus prise de rendez-vous. Le petit 2, c'est envoi de catalogue. Le 3, rendez-vous physique pour analyse de besoins. Le 4, proposition de formation à M-2 maximum avec le programme, le nombre d'heures, les prérequis, le nombre de participants. Donc ça rejoint tout ce qui était dans c'est la fiche programme dans le critère 1. 5, validation de la formation avec l'organisme. 6, proposition de date. Et 7, validation des dates avec signature de contrat. Donc, pour pouvoir analyser la demande, moi j'ai fait une petite grille que j'ai appelée tout simplement analyse de la demande. Et vous pouvez voir qu'il y a différentes cases. Donc, la date de l'entretien, l'interlocuteur que j'ai, les coordonnées du client et du stagiaire ou du signataire, contexte, donc l'origine de la demande, quels changements sont visés, les objectifs de la formation et quels sont les indicateurs de réussite de la formation pour le commanditaire. Comme ça fait une formation vraiment sur mesure. Ensuite, il y a un encart public à former, donc on décide du nombre de participants, les profils, est-ce que ce sont les ouvriers, les cadres, le personnel soignant, l'équipe managériale, etc. Quelle est leur disponibilité ? Quel niveau d'expertise ils ont et quel niveau d'expertise on vise ?
les acquis et que savent-ils déjà faire et que doivent-ils améliorer. Le parcours de formation, donc si vous faites du distanciel, du présentiel ou du mixte, quelle modalité pédagogique, si c'est en groupe ou en individuel, avec les propres fichiers du prospect ou non, c'est-à-dire que le prospect peut apporter ses propres formations, ses documents, le prospect c'est vous, hein. Ou alors vous faites avec les fichiers de l'organisme. Par exemple, si vous faites des formations sur un outil informatique spécifique de l'entreprise, ça c'est les fichiers de l'entreprise. Développement d'une application spécifique lors de la formation. Ça, c'est si vous êtes concerné ou pas. Moi, je suis pas concerné. Mais si jamais je viens à créer une formation et que j'ai un formateur qui est capable de faire ça, au moins la case, elle est là. La durée de la formation. Quels sont les thèmes clés à traiter et quel système d'évaluation mettre en place. Moi, personnellement, je mets les tests, on en a déjà parlé sur la vidéo critère 1, mais peut-être que les entreprises, eux, veulent un autre système d'évaluation. L'aspect logistique et matériel. Vous vous rappelez, dans le critère 1, il fallait énumérer la logistique qu'il fallait pour pouvoir mettre en place la formation. PowerPoint, etc. S'il faut un paperboard, un tableau, un vidéoprojecteur, etc. Donc, est-ce qu'il y a une contrainte budgétaire? Le financement au PCO, OPCO. Si oui, le nom et les coordonnées de l'OPCO, c'est très important parce que sinon vous allez ramer, vous allez chercher, etc. Donc, au moins là, vous avez cette case, vous avez les coordonnées, vous n'avez plus qu'à prendre contact et savoir quels sont les documents que vous avez besoin, quels sont, s'il y a des formations, est-ce que vous pouvez en créer une, ou alors ce sont des formations qui sont déjà créées en intitulé, ce qu'on appelle des appels à projets, et il vous suffit de greffer dessus. C'est ce qui se passe avec le FIFPL, par exemple, le fonds pour les libéraux. Ce sont des appels à projets qui font, et vous déposez un dossier, soit en respectant une procédure qu'ils ont déjà mis en place, soit en créant vraiment la formation parce qu'ils n'ont mis aucune procédure. Quelles sont les contraintes des locaux? Moi, par exemple, ma contrainte, c'est que la pièce doit être assez grande. Si je fais une formation à 15 personnes, la pièce doit être assez grande parce qu'après, je fais du travail en groupe. Donc l'idée, c'est que les groupes n'entendent pas ce que fait un autre groupe. Est-ce que dispose suffisamment de PC pour organiser la formation dans leurs locaux? Alors ça, c'est s'il y a des formations avec des ordinateurs. Journée de formation à la suite, est-ce qu'on fait les lundis, mardis et mercredis, ou sur 3 lundis, ou sur 2 jours d'affilée et puis à distance une journée? Voilà. Est-ce qu'on fait sur une journée entière, une demi-journée? Quels sont les horaires? Est-ce qu'on fait sur 3 heures en demi-journée? Voilà. La durée totale de la formation. Le planning, donc ça c'est le déroulé de formation. Pour les formations à distance, donc vous utilisez des plateformes type Teams, Zoom, voilà. La restauration pour la pause de midi, c'est aussi important de savoir comment ça se passe. Il y a tout un encart pour les personnes en situation de handicap. Et voyez, quelles sont les difficultés prévisibles qui nécessiteraient une adaptation pédagogique et ou matérielle. Hypnose Saint-Sulpice est en mesure de réaliser les adaptations nécessaires? Oui, non? Ou alors, HSS n'est pas en mesure de réaliser les adaptations. Et auquel cas, il faut que je réoriente vers une liste des structures proposées, que je vous parlerai en critère 6. Et à la fin, on peut laisser un commentaire. Une fois que vous avez fait cette analyse de demande, vous devez en faire un compte-rendu. Une fois que vous avez fait le compte-rendu, vous devez l'envoyer à l'organisme financeur ainsi qu'à l'entreprise et vous devez en garder une copie. Une fois que vous avez fait cette procédure de contact, donc comme je vous disais, il y a
le contact avec l'organisme financeur. Donc l'organisme financeur, en fait, moi j'ai mis quelques questions afin de savoir ce qu'il fallait. C'est des documents, encore une fois, que vous pouvez étoffer au fur et à mesure que vous les utilisez. Donc, quels sont les documents nécessaires? Comme ça je peux faire mon listing. Le contact avec l'organisme de financement a-t-il été facile? Oui, non. Comme ça, moi, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que je dois améliorer via cet organisme de financement. Et les suggestions d'amélioration. Comme ça, au moins, j'ai mes solutions pour les fois d'après et je patauge pas dans la semoule à chaque fois. Alors, l'indicateur commun d'appréciation 5, lui, nous dit le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Le niveau attendu, c'est de démontrer que les objectifs sont opérationnels et évaluables. Les éléments de preuve sont tous supports et outils d'analyse, existence d'indicateurs de suivi et de résultats, support de contractualisation. Pareil, la non-conformité de cet échantillon entraîne une non-conformité majeure. Je vous passe les obligations spécifiques parce que moi, elles ne me concernent pas. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour cet indicateur? Eh bien, j'ai mis en place mes fameux tests. Donc, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, les tests, en fait, c'est le même test à l'entrée et à la sortie. Ce qui permet, en fait, d'évaluer la progression et de voir que ce qu'ils mettent en place, peut-être que ça paraît impossible le premier jour, mais le deuxième jour, une fois qu'ils répondent aux questions beaucoup plus facilement, ils ont vu qu'ils ont évolué aussi. Donc, vous voyez, par exemple, pour une formation, ce sera toujours la même, hein, l'initiation aux techniques d'hypnose, j'ai une liste de 10 questions pour le pré-test et pour le post-test. En fait, ce que j'ai mis en place, c'est le rajout d'un critère qui me permet, en fait, à la fin, de dire si c'est en cours d'acquisition ou si c'est acquis. Ce qui permet d'évaluer la progression aussi pendant la formation. Et auquel cas, si c'est en cours d'acquisition, après je fais un pourcentage, hein, mais si le pourcentage d'encours d'acquisition il est nul, et ben à ce moment-là, tant mieux, c'est parfait. Si par contre le pourcentage est un peu plus élevé et qu'il arrive, mettons 50%, bon, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé qu'il y en ait une ou deux personnes à chaque formation qui n'ont pas bien saisi comment s'y prendre, et ben moi je dois mettre en place quelque chose pour améliorer et en fait toujours tendre vers le zéro. Ce qui est difficile, mais au moins il est montré que je réfléchis à mes formations, au contenu, etc. Et c'est ce que Calliope recherche. Donc, l'indicateur commun d'appréciation 6 du critère 2, lui, nous dit le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation adaptées aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Donc le niveau attendu, c'est démontrer que les contenus et modalités de mise en œuvre des prestations sont adaptés aux objectifs définis en fonction des bénéficiaires. Les éléments de preuve sont parcours, déroulé et séquences, grilles et modalités d'évaluation, modalités techniques et pédagogiques d'accompagnement, si c'est en présentiel, en distanciel ou en mixte, support de contractualisation, de réalisation, modalités de mise en œuvre, référentiel des diplômes, guide pratique du déroulé de la prestation avec la durée et le calendrier. Toujours la non-conformité majeure si ce n'est pas respecté. Et donc, moi, je vais vous montrer ce qu'il en est, mes fameux déroulés pédagogiques. Donc mon déroulé pédagogique, lui, voilà comment il se présente. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc,
vous avez l'entête, donc avec le nom de l'établissement, le nombre de jours, les dates qui ont été définies, le thème, l'intervenant. Ensuite, vous avez les horaires, les thèmes abordés, les déroulés, les méthodes et supports, et les objectifs, synthèses à dégager. Donc, vous avez dans les horaires, en fait, toutes les tranches horaires dans lesquelles vous pensez travailler un thème particulier. Alors, bien sûr, ça reste quelque chose de très subjectif. On est bien d'accord que pendant les formations, ça se passe rarement comme ça. Ça peut fluctuer en fonction du nombre de participants. La durée va changer si vous êtes avec 5 participants ou 15 participants. Ça peut changer aussi en fonction de la capacité de compréhension, et puis aussi de la capacité que vous avez à expliquer les choses le jour J, hein, parce qu'on est tous humains. Ça peut fluctuer aussi, vous voyez, les pauses, je les mets midi et demi, 13h30, des fois on nous demande d'être au self ou au restaurant à midi, ça peut être à 13h, donc vous voyez, en fait, c'est fluctuant, mais au moins vous avez un plan, et après il est à réadapter, vous avez une trame. Donc, pour aller plus en détail, de 9h, 9h30, pour ma part, je fais une présentation des participants, donc avec un tour de table qui permet aux personnes de se présenter. Comme ça, au moins, on a les prénoms, euh, les services dans lesquels ils travaillent, par exemple si c'est pour une formation des infirmières, les services dans lesquels ils travaillent, leur parcours aussi. Je fais aussi un point sur leur passion parce que je m'en sers pour mes formations et ça permet aussi de lever certaines barrières parce que certaines personnes vont se rendre compte qu'ils ont des passions communes. Et ça, déjà, ça permet de mettre en confiance, surtout lorsqu'on leur fait des sessions d'hypnose. Ensuite, je fais une présentation de moi-même pour qu'ils sachent aussi à qui ils ont affaire euh, et savoir aussi quelle est mon expérience, mon parcours. Les attentes de formation. Donc, les attentes de formation, moi, je leur dis ce que l'on va voir parce que parfois, entre ce que demande la hiérarchie et ce que les personnes ont eu comme information, s'ils n'ont pas eu les documents, des fois l'information elle est un peu biaisée. Alors c'est pas négatif, hein, c'est comme tout à chacun, chaque fois que l'on retransmet une information, elle est modifiée. Donc du coup, il y a les attentes de formation et je fais aussi ce tour de table de savoir pourquoi ils ont choisi cette formation et aussi qu'est-ce qu'ils en attendent. Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir qui n'est pas forcément au programme et je vois si je rajoute ou pas. Et ça, dans le questionnaire formateur, il y a est-ce que vous avez rajouté un thème ou y a-t-il eu d'autres thèmes abordés? Et si ce thème est abordé à chaque fois, eh ben, vous faites un bilan, alors si c'est sur 2 ou 3 formations, hein, pas sur juste une formation ou 2, voilà, il faut que ce soit quelque chose d'un peu récurrent. Alors à ce moment-là, 3 ou 4, et ben c'est pertinent après de la rajouter en systématique dans votre formation. Ensuite, je fais le pré-test pour qu'ils aient aussi ce sentiment. Alors, c'est souvent que sur ce pré-test, ils le trouvent très difficile et à la fin, ils le trouvent très facile. C'est normal, ils n'ont aucun élément au début et ils ont des éléments à la fin. Donc, je fais ce pré-test et en fait, ça met aussi tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, le tour de table des participants et objectif synthèse à dégager, instaurer un climat de confiance, activer une cohésion de groupe, repérer les attentes et les besoins des participants et adapter la progression pédagogique. C'est-à-dire qu'il y en a qui, vous verrez, qui seront très participatifs, puis d'autres plus passifs. Il y en a qui voudront pas faire d'exercice, il y en a qui voudront au contraire vraiment pratiquer, il y en a qui viennent en formation parce que ça les évite d'être dans les services, il y en a qui viennent en formation parce qu'effectivement ils veulent avoir une évolution professionnelle. En fait, vous rencontrez tout profil.
Et donc, vous vous adaptez. Moi, par exemple, ça m'est arrivé dans une formation où, alors je pars du principe que l'hypnose, pour pouvoir la mettre en place, il faut la pratiquer, et c'est le mieux pendant les formations. Et en fait, dans une formation, j'ai eu une infirmière, alors sur ces 4-5 ans où je donne des formations sur l'hypnose, j'ai eu une infirmière qui a mis une mauvaise note parce qu'elle, elle aurait voulu que je fasse toujours les démonstrations. Voilà. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver, et c'est pas pour autant, pour le coup, que je vais changer la façon de faire, puisque c'est une infirmière parmi les centaines que j'ai pu former. Donc ce n'est pas représentatif. En revanche, si j'avais eu une centaine d'infirmières qui veulent plus de démonstrations et moins de pratique, à ce moment-là, oui, je change ma façon de faire. Donc 9h30, 10h45, hypnose et définition. Là, la méthode, c'est du PowerPoint. Ça permet de jeter des bases et comprendre l'utilisation de l'hypnose, casser les fausses croyances, connaître les indications. Vous voyez, c'est lorsque vous faites quelque chose, pourquoi vous le faites. Ensuite, une petite pause de 10h45 à 11h pour café, etc. Ensuite, 11h, midi et demi, induction et critères, communication hypnotique, PowerPoint, et là on commence les démonstrations. Pour montrer ce qu'il en est, et puis pour montrer les possibilités que l'on a avec l'hypnose. Donc, ça permet de connaître les outils d'une communication hypnotique, connaître les conditions de réussite d'une séance. Ensuite, on fait la pause repas, et après, l'après-midi, on attaque, donc c'est ce qu'on appelle les transes stuporeuses. Donc, là, il y a une alternance, PowerPoint, pratique, démonstration. Voilà. Et ça se fait pendant les 3h30 de formation l'après-midi. L'objectif, c'est de s'approprier de manière croissante les outils de base de communication, découverte de l'état de conscience modifié. Et voyez, j'ai fait un copier-coller parce que en fait, c'est une continuité. S'il n'y avait pas eu la ligne pause entre les deux, bah, j'aurais même pas fait de changement. Enfin, j'aurais pas rajouté cette ligne-là. Et à la fin, bilan de formation de fin de journée, l'évaluation d'action de formation, un tour de table. Alors, comment c'était? C'est difficile? C'est les croyances, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir demain? Pata, machin, couffin. Et pour ma part, c'est un bilan des apports de formation, identifier les besoins complémentaires. Le lendemain, on reprend, 9h, l'accueil, retour d'expérience, parce que entre les deux, il y a eu une nuit de sommeil, généralement, il y a des questions qui ont émergé, il y a des retours, j'ai bien dormi, j'ai mal dormi, est-ce que c'est normal que ça travaille, etc. Voilà. On travaille aussi sur les ressentis que peuvent avoir les participants. Et ça permet, dans les objectifs, de reprendre les points de difficulté. C'est reparti, 9h30, 10h45, la transe stuporeuse. La pause, 11h, midi et demi, tac, on change de thème, de déroulé, et là on va sur différentes méthodes d'induction. Et la méthode est la même, alternance PowerPoint pratique avec des démonstrations, et c'est toujours le même objectif, de s'approprier de manière croissante les différents moyens d'entrer en état de conscience modifié. L'après-midi, transe somnambulique, toujours le même objectif, le même méthode de travail. Et fin de journée, introduction hypnonalgésie, vous voyez, c'est PowerPoint, adapter les outils appris pour prendre en charge la douleur, par exemple, et d'aller chercher différentes idées des participants. Et à la fin, on fait le bilan de fin de formation des 2 jours, avec l'évaluation d'action de formation, le post-test, avec la correction, le tour de table, et là on fait le bilan des apports de formation et on identifie les besoins complémentaires. Est-ce qu'ils veulent un approfondissement ou non? Est-ce qu'ils ont besoin d'échanger? Et voilà. Ce sont toutes les questions que les personnes peuvent avoir. Le critère 7, l'indicateur 7, pardon,
Je ne vous en parlerai pas parce que ce sont pour les prestataires qui mettent en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, et donc ça ne me concerne pas. L'indicateur 8, lui, demande que le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Donc, vous voyez, ça reprend mon document de pré-test. Donc, je vais pas vous refaire tout un laïus dessus, mais comme quoi un document peut servir plusieurs fois. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions ou de me contacter par mail. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver facilement les liens vers les vidéos. Encore une fois, les documents que je vous montre, c'est parce que c'est spécifique à mon organisme de formation. Je donne des formations sur 1 voire 2 journées. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de passer Calliope sur ce format-là. Je vous souhaite bon courage pour la création de vos outils sur ce critère 2 et je vous dis à très bientôt pour le critère 3. Au revoir.